Vous savez, Galilée, hein, quand il a dit que la Terre tourne autour du Soleil, non seulement on n'a pas cru à ce qu'il disait, mais en plus on l'a tué. Pour se rendre compte des années plus tard que c'est lui qui avait raison. Juste pour montrer à quel point il est risqué d'être leader. Et il faut accepter de l'être. Deuxièmement, elle nous dit, un leader, c'est quand même un homme compétent. Il est quand même rare de voir un idiot leader. Alors, on va un peu parler de votre casquette de manager. Déjà, de manière générale, comment est-ce que vous définissez le management? Alors, très bonne question. Le management est une discipline qui a un seul objectif, hein. L'objectif, c'est de rendre les organisations performantes. C'est pas parce qu'il y a un objectif que c'est facile. Que le management est confluent de plusieurs disciplines. Donc, pour permettre aux organisations d'être performantes, il faut donc maîtriser à la fois des enjeux, je peux dire, de sociologie, de psychologie, d'économie, d'histoire, d'anthropologie. On dit souvent, on définit souvent le management comme étant une science au confluent de plusieurs disciplines. Parce que lorsqu'on voit l'histoire du management, c'est l'histoire de l'entreprise. L'histoire de l'entreprise qui part des usines, bien évidemment. Vous avez connu, je ne veux pas rentrer dans la théorie, mais si vous voulez, on peut faire une petite incursion quand même dans la théorie. Vous avez entendu parler d'Adam Smith, qui parle de la division du travail. Ensuite, on va vous dire, oui, il faut diviser, il faut aussi spécialiser. Vous avez Ricardo. Et puis, on vous dit, non, diviser, là, ça ne suffit pas. Il faut aussi, à un moment donné, qu'il y ait une hiérarchie. Vous avez tous les travaux de Taylor, tous les travaux de Max Weber. Bref, vous avez un ensemble de connaissances qui se sédimentent, qui finissent par dire qu'en réalité, faire du management, c'est faire de la sociologie, de la psychologie, de l'économie, de l'histoire, de l'anthropologie. Et finalement, vous allez me poser la question de savoir, mais c'est quoi même finalement être manager? Être manager, en réalité, c'est d'avoir un regard pluriel sur les phénomènes organisationnels. Je vous prends un exemple. Si vous faites face à un cas d'absentéisme, on en parle beaucoup ici, ce n'est qu'une conséquence. On va vous dire, ah, l'absentéisme peut avoir plusieurs causes, hein. Peut-être les gens ne sont pas heureux au travail. Ah, il faut aller voir en psychologie. Oh, peut-être c'est le travail en équipe qui pose problème. Il faut aller voir en sociologie. On peut vous dire, ah non, peut-être c'est le travail qui est mal organisé. Il faut aller voir dans les métiers de l'ingénieur. Est-ce qu'on a bien divisé le travail? Est-ce qu'il est bien coordonné? On dit, ah, peut-être même que les procédures ne sont pas bonnes. Il faut aller voir le juriste. Donc, vous vous rendez compte finalement que pour rendre une organisation performante, il faut avoir un homme à la tête qui soit un peu extraordinaire. Donc, il maîtrise tous ces métiers-là. Et finalement, c'est le regard, ou tout au moins l'analyse plurielle qu'il pose, qui constitue sa spécialité. On rapproche souvent les sciences du management aux sciences de la médecine. Hein, on utilise beaucoup la métaphore biologique, la métaphore dans ce domaine-là pour expliquer les sciences du management. Un peu comme pour dire, lorsque une organisation a un problème, on commence par un diagnostic. Hein, pour faire le diagnostic, il faut vraiment faire le tour de la question. Donc, lorsqu'on parle de management ici, on convoque plusieurs théories, on convoque plusieurs disciplines. Mais retenons qu'un manager a pour responsabilité de rendre des organisations viables. À la limite, le management permet justement ou contribue à la création des richesses à travers l'action des entrepreneurs. Donc, vous voyez bien le lien qui existe entre un entrepreneur et un manager. Vous voyez bien également le lien étroit qui existe entre être un manager, je vais le dire un bon manager cette fois-là, et un bon leader, parce que les deux allant de pair, vous ne pouvez pas être excellent leader si vous n'êtes pas déjà bon manager. Donc, il est question ici de nourrir un ensemble de compétences qui permettent justement à la société d'avoir des hommes valeureux, des hommes qui améliorent le quotidien à travers justement ces organisations viables, performantes et puis qui donnent finalement du plaisir à tous. D'accord. Vous venez justement de parler de leadership et de plus en plus dans la culture anglo-saxonne, on tend à nous faire croire qu'il y a une différence entre leadership et management. Il y a des images qui ont défrayé la chronique ces dernières années. On nous disait que le boss, en réalité, c'est quelqu'un qui va dire faire, alors que le leader, c'est celui qui va dire faisons. C'est celui qui va montrer le chemin, qui va être quelqu'un, une personne, enfin, un homme ou alors une femme d'action. Est-ce que vous voyez les choses de cette même façon? Est-ce que vous voyez une différence entre manager et leader? C'est pas moi qui vois, c'est la science.
En réalité, un bon manager doit être un leader. Je veux dire, si vous voulez vraiment un mélange parfait. Il y a souvent une petite différence, simplement pour indiquer que ce sont des compétences différentes. Mais pour dire effectivement que si on veut donc gérer les entreprises, il faut avoir les compétences de leader et les compétences de manager. Un manager, en réalité, c'est quoi? C'est celui qui combine les ressources pour obtenir des résultats. Et pour le faire, il n'a pas besoin d'être un homme particulièrement extraordinaire. Pourtant, un leader, c'est celui qui anticipe, qui montre la voie, qui innove, qui a une vision en réalité qui permet à l'entreprise je peux dire, d'innover. Donc, l'entrepreneur, disons, le leader ici est un entrepreneur-manager, hein, si on veut absolument lire les deux. Mais ce qu'il faut dire, c'est que dans l'évolution de la théorie, il y a eu comme un relais entre le leadership et le followership. Parce qu'effectivement, on s'est rendu compte que les leaders, tout au moins tels qu'enseignés et étudiés à l'époque, étaient des hommes un peu extraordinaires. On avait des leaders messianiques, hein, Jésus-Christ s'est considéré comme un leader, des leaders charismatiques, des leaders collaboratifs, etc. On a eu tout type de leaders, mais finalement, on s'est rendu compte qu'un véritable leader n'est leader que parce qu'il a de bons followers. Et donc, la théorie du followership est venue quelque peu accompagner cette théorie du leadership qui veut en réalité indiquer qu'un leader n'est bon que parce qu'il a de bons collaborateurs. Je prends souvent à mes étudiants l'exemple d'un prix Nobel. Le prix Nobel n'est pas l'homme le plus intelligent de la planète, mais c'est un homme qui a un laboratoire composé d'un ensemble de bonnes connaissances. Et puis finalement, ce qui fait la couleur du leadership, c'est la qualité des ressources qui l'accompagnent. Donc, il y a eu tout un développement à côté du leadership qui indiquait justement que, mais intéressons-nous un peu au cadre intermédiaire. Intéressons-nous à leur qualité. Parce que vous avez beau être quelqu'un de visionnaire, si vous n'avez personne qui vous accompagne dans votre vision est vous à l'échec. Et donc, finalement, en attente de ce leader messianique, vous savez, depuis que Jésus-Christ est parti, il n'est plus revenu. Hein? Mahomet, pareil, il paraît. Donc, du coup, on se dit, en attendant qu'il ne revienne, on peut quand même construire d'autres leaders autour justement des gens qui l'accompagnent. Donc, avoir des personnes de qualité permet également d'avoir un leader de qualité. Et donc, cette théorie du leadership qui est venue quelque peu seconder celle du leadership ne se distance pas du management. Vous allez vous rendre compte qu'avoir de bons collaborateurs, c'est quoi? C'est ceux qui vous aident à atteindre vos résultats. Et il y a une légère limite entre le manager et le leader finalement. Donc, moi, ce que je voudrais simplement indiquer lorsqu'on prend tous ces exemples, c'est que lorsqu'on parle de manager, on fait juste une différence au plan pédagogique. Mais on a besoin à la tête des organisations d'un bon manager, d'un bon leader. Et comme je vous disais, un bon leader, c'est celui qui sait aussi s'entourer. À la limite, son leadership est nourri par la qualité de son entourage. Et puis, un bon manager, c'est également quelqu'un c'est quelqu'un qui sait aussi obéir, hein. Vous n'allez pas me croire. Ou bien un bon leader, c'est quelqu'un qui sait obéir. Donc, de ce point de vue, ce qu'il faut simplement indiquer, c'est que de période en période, il y a des nouvelles connaissances qui accompagnent le métier de manager, qui sont nourries par le management, qui permettent justement de faire face aux avancées aussi bien théoriques que technologiques, parce qu'il faut dire chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, la science de gestion se met aussi en branle. On a eu les TIC, on se pose la question comment le métier de manager sera transformé, quelles sont les compétences additionnelles qu'il doit avoir. Donc, c'est la question permanente. Comment faire face à la nouveauté, comment faire face à la nouvelle technologie, comment faire. Et il faut donc avoir des chercheurs dans les environnements différents qui réfléchissent justement à l'adaptation des entreprises. Et c'est un peu le métier qui est le mien. C'est pour ça que je vous dis, on le fait au plan théorique, on le fait en plan empirique. Parce que pour monter une théorie ou conceptualiser, il faut avoir des éléments de terrain. Et donc, voilà quoi. Tout à l'heure, vous parliez des caractéristiques de manager et de leader. J'aimerais savoir, est-ce qu'on est leader ou alors c'est quelque chose qu'on peut développer? J'ai une autre question. Est-ce que tout le monde peut être un bon leader? Est-ce que tout le monde peut être un bon manager? Alors, vous proposez là une question intéressante. Vous savez, même en recherche, on a des postures idéologiques. Hein. Il y a eu tout un vent théorique qui disait que les leaders ont des gènes particuliers. Ça n'a jamais été démontré dans tous les cas. Donc, même s'il y a des gens qui naissent avec des caractéristiques particulières, il y a des gens qui naissent avec des prédispositions. Encore faut-il les développer et les entretenir. Moi, je suis plutôt de ceux qui pensent, de l'école qui pense que tout le monde peut devenir leader. D'ailleurs, il y a un auteur célèbre que j'aime bien, c'est une Canadienne, elle s'appelle Edith Luc, qui a développé ce qu'elle elle-même appelle le leadership partagé. Alors, elle part d'une hypothèse simple, c'est que la différence entre un leader et vous et moi,
c'est que le leader a accepté de développer son capital leadership et les autres non. Donc, pour elle, en réalité, on est tous avec un capital leadership. C'est donc notre capacité à pouvoir développer ce capital qui fait de nous un leader. Et dans son livre, Leadership partagé, prend l'exemple, par exemple, de Chanel. Chanel, dont le destin, dont l'histoire ne prédispose pas un destin comme celui-là. Elle est née d'un père ithylique, orpheline très tôt, sa maman meurt très tôt. Donc, un destin, elle était prédisposée à être à la limite une fille de la rue. Mais elle arrive à démontrer effectivement qu'elle a décidé de développer son capital leadership. Et justement, elle donne un ensemble de clés. Et donc, si le leadership s'enseigne dans les universités, dans les grandes écoles, c'est parce qu'on peut effectivement devenir de bons leaders. Je vais vous prendre quelques astuces pour être un bon leader. Selon elle, dans tous les cas, je partage son point de vue. C'est que la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'un leader n'est pas un homme ordinaire. Ça veut donc dire qu'un leader n'est pas un homme conforme. Si vous êtes conforme, vous êtes transparent. Un leader, c'est la première chose qu'un leader fait, c'est qu'il brise les conformismes sociaux. Alors, si une femme veut devenir leader, elle ne va pas s'accrocher derrière le conformisme d'une femme avec des rastas comme moi. Bon, ils sont un peu colorés, hein, ils sont violets, donc pas toujours conformes. Donc, bref, un leader, c'est d'abord quelqu'un qui n'est pas conforme. Donc, c'est quelqu'un qui, en réalité, montre une voie qui n'existe pas et donc vient briser un consensus. Et vous imaginez bien que briser un consensus, c'est une grosse responsabilité. Et très tôt, lorsque vous faites face aux résistances, le premier réflexe, c'est de reculer parce que tout le monde a besoin d'amour, hein, tout le monde a besoin qu'on vous dise que vous êtes grand, vous êtes beau, etc. Mais pour peu que vous que vous soyez confronté à une résistance, si vous n'avez pas suffisamment de ressources, vous ne pouvez pas avancer dans votre leadership. Premièrement, un leader n'est donc pas conforme. Donc, un leader n'est pas un homme ordinaire, n'est pas un homme transparent, il apporte quelque chose de nouveau. Donc, on voit bien que pour elle, un leader, c'est vraiment quelqu'un qui, en fait, montre la voie. Vous savez, Galilée, hein, quand il a dit que la Terre tourne autour du Soleil, non seulement on n'a pas cru à ce qu'il disait, mais en plus, on l'a tué. Pour se rendre compte des années plus tard que c'est lui qui avait raison. Juste pour montrer à quel point il est risqué d'être leader. Et il faut accepter de l'être. Deuxièmement, elle nous dit, un leader, c'est quand même un homme compétent. Il est quand même rare de voir un idiot leader. Parce que il y a toujours il y a une compétence qui vous distingue des autres. Franchement, il est rare de voir un idiot leader. Quand je dis idiot, ce n'est pas par rapport pas au diplôme. Si on peut dire aujourd'hui qu'Eto'o est un leader, c'est parce qu'il a eu le palmarès qu'il a eu. Si on peut dire aujourd'hui que, je ne sais pas, prenez qui vous voulez. Prenez Mandela, c'est toujours quelqu'un qui excelle quelque part. Si vous voulez être un leader, c'est qu'elle vous dit, essayez d'identifier votre génie et allez le plus loin possible de votre génie. Sinon, dans tous les cas, vous ne serez jamais leader. Et là, c'est un travail. Deuxièmement, il dit, non seulement le leader doit être compétent, mais il doit développer ce qu'elle appelle la compétence en T. T, c'est vraiment le T, il y a le vertical et puis le transversal. Donc, il dit, un leader, en réalité, c'est quelqu'un de compétent, c'est vrai, parfois même major dans sa promotion, mais ce qui fait la différence, ce n'est pas tant cette compétence verticale, mais c'est la compétence transversale. Quand on prend le cas de Montagnier qui a découvert le virus du VIH, en fait, c'est parce qu'en plus de la médecine, il a fait la sociologie. Et donc, finalement, il vous dit, si vous voulez être un bon leader, si vous êtes ingénieur, d'un ingénieur à un autre, si vous n'avez fait qu'ingénierie, vous n'êtes pas extraordinaire. À la limite, il y a des milliers. Mais ce qui va faire la différence entre vous et un autre ingénieur, c'est que vous avez votre chaîne YouTube. Vous avez cette émission. Donc, vous avez développé une autre compétence transversale qui n'a rien à voir avec votre formation d'ingénieur, mais qui fait en sorte qu'on pense en vous comme ingénieur parce que vous avez ajouté quelque chose de plus. Donc, elle se dit, un leader doit donc développer les compétences en T. Vous êtes ingénieur, oui, je sais faire de l'ingénierie, je sais parler anglais, mais vous n'êtes pas différent d'un autre ingénieur. Qu'est-ce qui va faire qui va faire la différence? Ah, en plus d'être ingénieur, j'ai fait un MBA, oui, il y en a pas mal quand même. Ah, en plus d'être ingénieur, j'ai une chaîne, et puis on finit par se rendre compte que, bon, il est en train de creuser son sillon de leadership. Elle dit également, un leader ne devient pas leader seul. Il s'appuie sur les autres. Il faut avoir 6 acteurs dans la carrière qui vous accompagnent si vous voulez être des leaders. Parce qu'en réalité, un leader doit être reconnu comme tel. On n'est pas leader dans sa chambre tout seul, on crie je suis leader, je suis leader. Non, il y a une reconnaissance sociale au leadership. Et pour être reconnu, il faut avoir quelqu'un qui vous coach. Pour être ingénieur, n'est-ce pas, vous êtes allé à l'école. C'est vrai pour le leadership, c'est vrai pour toutes les autres activités. Donc, vous avez besoin d'un coach, vous avez besoin d'un modèle.
Le modèle vous dit exactement ce qu'il faut faire pour être comme lui. Moi, je me souviens, les lectures qui m'ont accompagné dans tout le parcours, je ne dis pas que je suis un leader, même si je m'en défais pas. J'essaie d'aller dans cette trajectoire. J'ai lu beaucoup de biographies. Lisez la biographie. Moi, j'ai lu la biographie de Condoleezza Rice à l'époque quand elle était secrétaire d'État. J'ai lu la biographie de Hillary Clinton, de Ségolène Royal. Tous les livres de ces grands leaders-là, quand vous lisez, vous dites waouh! Vous voyez les contraintes, vous voyez le parcours qui est difficile, mais surtout, ils vous montrent le chemin. Bien entendu, elle nous indique également qu'il faut avoir un anti-modèle, celui à qui vous ne voulez pas du tout ressembler. Chaque fois que vous vous réveillez, vous le regardez, vous dites surtout pas celui-là. Donc, du coup, vous avez aussi un ensemble d'indicateurs, de choses qu'il ne faut pas faire. Et elle insiste sur les éléments moraux et éthiques. Un leader est quelqu'un qui, au plan éthique, est irréprochable. Et de ce point de vue, il n'y a pas de... Il n'y a pas on ne transige pas avec ça. Et puis, on vous dit, un leader, il faut aussi avoir un passeur, hein, quelqu'un qui parle de vous dans les espaces où on ne vous connaît pas. À la limite, si vous n'avez pas de passeur, qui va vous parler de vous dans les milieux influents. Donc, vous voyez, finalement, le leadership s'enseigne. Le leadership s'apprend et tout le monde peut devenir leader. J'ai envie de vous dire qu'en réalité, c'est la difficulté que les gens rejettent. Parce qu'être un leader, ça demande d'être, au plan de la probité morale, quelqu'un d'extraordinaire. Au plan des mœurs, je ne vous apprends rien, quelqu'un d'extraordinaire. En réalité, les gens refusent simplement ces difficultés, mais sinon, c'est le chemin à suivre. Et puis, un leader a un idéal, a une cause pour laquelle il est prêt à mourir. Vous, quelle est votre cause? Donc, moi, je pense qu'il y a un courant qui dit qu'on est leader, on est avec, oui, des prédispositions particulières, mais cela n'empêche pas aux autres également de développer leur capital leadership. Alors, de plus en plus, justement, dans ce combat, on va dire féministe, ce combat pour l'émancipation des femmes, de plus en plus, on entend parler de leadership au féminin. J'aimerais savoir est-ce qu'il y a des caractéristiques propres au leadership féminin qui fait en sorte qu'on l'appelle leadership féminin, ou alors c'est juste pour dire en fait que c'est un leadership qu'on va voir chez les femmes. Alors, déjà, bon, vous faites bien. Dans la question, vous avez la réponse. Il n'y a aucune théorie qui présente un leadership genré, en fait. Ou alors un entrepreneur, on entend souvent aussi parler d'entrepreneuriat féminin. En réalité, que ce soit l'entrepreneuriat féminin ou le leadership féminin, ce n'est pas pour indiquer des caractéristiques particulières aux femmes ou alors adressées aux femmes. C'est qu'il y a des dispositifs et des mécanismes qui sont mis en place pour accompagner l'émancipation des femmes. C'est en ce titre-là qu'on parle de leadership féminin ou alors d'entrepreneuriat féminin. Sinon, l'entrepreneuriat n'est pas genré, hein. Créer une entreprise, c'est créer une entreprise. Mais c'est l'ensemble de ces mécanismes-là qui insistent en réalité sur une sorte d'accompagnement ou alors de discrimination positive, de coups de pouce qu'on donne aux femmes justement pour leur permettre de s'épanouir, qui donne cette coloration. Mais les principes ne changent pas, les théories ne changent pas. Jusqu'à présent, il n'y a aucun entrepreneuriat qui soit genré au plan génétique du terme. Non, non, c'est juste ces mécanismes-là. J'ai envie de dire que c'est un concept politique. Justement pour indiquer un ensemble de dispositifs à la faveur des femmes, simplement auxquels les femmes ont accès. Pour une fois, on exclut les hommes, justement pour essayer de rétablir quelque peu l'inégalité ou l'égalité, juste pour corriger une injustice. Mais sinon, au fond, au plan théorique, au plan des process, il n'y a pas de différence.